Fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Monsieur Mopole Ezibé Humain. Il est analyste politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Mopole Ezibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Maxime, merci beaucoup. Merci. Vous êtes à votre toute première participation à cette émission Zoom. Ouais, je crois bien, c'est pour la première fois. L'autre fois c'était pour autre, non? Oui, pour rendez-vous auditeur. Ah ouais, maintenant c'est pour les Zooms, c'est bon. Vous vous sentez en parfaite forme? Non, nous sommes là, on tient les coups. Vous savez, avec les Congos d'aujourd'hui, c'est pas facile. Mais nous tenons quand même le coup, hein, on est là. Voilà, avec Monsieur Mopole Ezibé Humain, on va essayer de décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo. On va parler de l'attente de ces gouvernements. Judith Tuluka, le gouvernement est attendu au courant de cette semaine. Quelles sont les priorités pour ces gouvernements Judith Tuluka? On va essayer également de parler de cette question des génocides congolais qui n'est pas vraiment mise en valeur. À quand justement la reconnaissance internationale du génocide congolais? On va essayer de décrypter tous ces différents sujets d'actualité avec notre invité que je vous rappelle encore, il s'agit de Mopole Ezibé Humain. Il est analyste politique. Monsieur Ezibé, tout d'abord, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez vu le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nommer une femme comme patronne du gouvernement? Ok, en fait, nous étions émis de voir cette façon de faire du président, c'est-à-dire de valoriser la gente féminine. On comprend. Vraiment, on félicite les chefs de l'État. Nous attendons beaucoup plus de résultats. Nous avons que la dame, je crois bien, il va honorer toutes les femmes et puis toute la nation. Nous espérons, bien sûr. Donc vous avez une vive conviction au changement avec Judith Tuluka? En fait, les changements ne se déclarent pas, mais les changements se vivent. Non, par rapport au contexte congolais, aujourd'hui, on a besoin de personnes, des situations. Est-ce que Judith Tuluka est une femme de la situation par rapport aux réalités congolaises? En fait, nous avons salué cette nomination. Premièrement, du chef de l'État. Nous disons merci au chef. Mais aux attentes, parce que n'oubliez pas, cher ami, nous sommes dans une période de turbulence où les secteurs, la majorité des secteurs de la vie est en berne. Alors, nous sommes en train d'espérer, parce qu'on dit nous ne devons pas être pessimistes, non, c'est le pays. Parce que si Madame échoue aujourd'hui, les conséquences seront néfastes pour tout le monde, même moi aussi qui vous parle là. Voilà pourquoi nous sommes en train de mûrir. Nous sommes en train de solliciter, de demander à ce que Madame puisse être la femme dont on avait besoin pour essayer de faire le mieux et remonter la pente. Elle-même a dit que les tâches sont énormes pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'elle saura surmonter tous ces problèmes aujourd'hui qu'inquiète notre pays? Il y a sur le plan sécuritaire, sur le plan social, tant de problèmes, le Congo et ses problèmes. Est-ce que la dame Judith Tuluka sera à même de résoudre ces différents problèmes comme chef du gouvernement? C'est vrai que le ministre ne va pas agir directement. Parce qu'il faudra faire face à une pression. Oui. Je viens de dire, nous sommes dans une période de turbulence où l'économie est par terre. Imaginez, nous sommes maintenant même, le gouvernement Sam Maloukonde nous a laissé avec une dette de 10 milliards. Et nous sommes plongés dans la liste des pays pauvres très endettés. Imaginez la situation. Donc, Madame doit agir comme un bon manager. Comme disait Fayol, gouverner c'est prévoir. Pour Coco, donc, prévoir, organiser, contrôler et coordonner. Je crois bien qu'il va faire le bon choix pour amener à bout
Monsieur, vous n'avez pas cité la justice. La justice, Oui, l'économie. Imaginez, nous ne savons pas produire en ce jour. Qu'est-ce que nous produisons? C'est complètement dingue. Une économie extravertie ou une économie qui est dollarisée. Mais madame doit faire preuve, nous insistons. Madame doit être animée de bonne foi aussi. On espère. Et il va chercher des collaborateurs, non seulement ses membres de famille. Non, c'est ce que tu aussi. Imaginez que le Premier ministre fait un cabinet. Dans son cabinet, on trouve que sa famille. C'est tout le ministre, la majorité des ministres sortant ici. Vous prenez celui des sports, on vous dira c'est la famille. Vous prenez le ministre de l'économie, notre... comme on aime l'appeler les pacificateurs. Comme on aime l'appeler le pacificateur. Mais il a renoncé, hein? Imaginez, c'est il a renoncé à son mandat comme ministre. Nous sommes dans quel pays? C'est toute sa famille qui est dans son cabinet. Mon cher ami, est-ce qu'il n'y a pas de compétences dans ces parties de l'INC? Non, c'est compliqué. On doit tenir compte de méritocratie et de compétences dans la gestion des choses publiques. C'est vrai, il peut y avoir des sentiments, c'est vrai, des acquaintances familiales. Mais privilégions d'abord. Mais on s'est retrouvés. Privilégier, relativiser. On s'est retrouvés. Ils doivent relativiser. On s'est retrouvés après cette nomination de Génie de Toulouka entre deux pôles. Le premier pôle, c'est ce personne qui pense que le chef de l'État a opéré un choix judiciaire. Et de l'autre côté, un choix, peut-être par sentiment, parce qu'ils disent que Julie Toulouka, lorsqu'elle était ministre de Plan, elle n'a pas parvenu à machiner vraiment le projet de 145 territoires. En fait, quand les autres disent ça, je crois que c'est par erreur. On ne peut pas discuter sur le pouvoir discrétionnaire du chef. Non, 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 non. Ça, c'est manquer de respect au chef de l'État. Nous lui devons du respect. C'est un choix. Et moi, je pense que si il va... Moi, je l'attends beaucoup plus sur le terrain, sur le résultat. Il n'est pas aussi que tout le monde attendait. Non, moi, je ne pense même pas que non, voilà, parce qu'il s'appelle Toulouka. Non, non. Nous attendons la mise en pied de son programme de gouvernement. Nous entendons voir madame s'y lancer dans la production, dans l'agriculture. Nous attendons voir madame, pourquoi ne pas même consulter les gens comme Matata Pogno pour voir comment est-ce que le méchant fait pour stabiliser les cadres macroéconomiques. Pourquoi ne pas consulter Nadolphe Mouzitou pour voir comment est-ce que le méchant fait que nous puissions se débarrasser de ces les gens qui sont tirés à boulet rouge chaque jour. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit concevoir le pays, non. Parce qu'il est de l'opposition, parce qu'il ne fait pas les gens sans nous, non. Vous avez critiqué à un moment donné, même sa gestion, la gouvernance d'Adolphe Mouzitou, même Matata Pogno. J'ai dit, il y a toujours le point positif. Oui, oui. Voilà pourquoi madame, la première ministre, doit se contacter dans ça. Il doit quand même avoir cet esprit d'ouverture pour contacter les gens quand même qui ont pu faire quelque chose pour le pays et tirer en fait au bénéfice de ça pour le mettre en pratique nous ne voulons plus voir cette clivage-là accentué. Non, ce n'est pas le pays que nous voulons. Ce clivage-là, non, parce qu'il est parce que c'est notre pouvoir, non. Donc il faut se considérer comme Congolais. Nous sommes d'abord Congolais. Non mettre de côté nos différents politiques. Je vous dis, je suis d'abord Congolais. C'est sursaut patriotique. Pourquoi ne pas puiser même dans la société civile des gens compétents dans chaque secteur de la vie? Nous avons des gens intelligents dans ce pays. Et des gens non seulement intelligents qui sont pris avec une bonne moralité. Parce que ce n'est pas seulement intelligence, il y a aussi la moralité qui compte. On en a besoin. La moralité... Ils sont fatigués des scandales de ministres, dans le cabinet des ministres. La moralité. La moralité, c'est sens patriotique qui compte dans la gestion du pays. Vous avez dit il faut mettre de côté ces différents politiques. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Mais aujourd'hui, Mopole Ezibé,
le gouvernement, le Premier ministre, la Première ministre Judith Tuluka est nommée par le chef de l'État. Quelle taille de gouvernement sera adaptée aux problèmes congolais aujourd'hui? Est-ce ces doléances ou ces plaidoiries pour la réduction du train de vie des institutions sera de mise avec ce gouvernement Judith Tuluka? En fait, nous pensons, par rapport à la taille du gouvernement, nous n'avons pas, nous voulons assez que la dame puisse faire des choses rationnellement. Hein? On ne doit pas saucissonner le ministère pour faire plaisir aux partis politiques. Non, c'est vrai, on a besoin de cette cohésion nationale. Mais la rationalité voudrait qu'on puisse réduire, qu'on puisse mettre le ministère pour ne pas être trop budgétivore ou encore pour ne pas causer du tort, la charge au trésor public. Non, c'est ce que nous ne voulons pas. Madame doit en tout cas faire en sorte que ça puisse être un gouvernement, d'abord sur le plan principe. Vous pouvez imaginer à combien de ministères, par exemple? Non, on ne Parce peut pas spéculer. On a eu plus de 53 ou 49 ministères. Monsieur le journaliste. 53 ou juste. Mais aujourd'hui, pour problème congolais, quelle taille du gouvernement en termes de chiffres? Je viens de le dire. Madame doit tenir compte de principes de rationalité dans sa gestion. On ne doit pas saucissonner. On ne doit pas chercher à faire plaisir à tel parti politique parce qu'il veut le ministère. Non. C'est ça qui tue le pays. Et en fait, ça crée les dysfonctionnements. Voire même par rapport aux chaînes de dépenses. Vous allez voir que il y avait juste un seul ministère, mais on le soupçonne à 3. Et on ne sait plus comment est-ce que même le ministère des budgets aura des problèmes, aura des soucis pour servir à ces ministères-là. On n'a pas besoin d'avoir un gouvernement éléphant. Nous ne voulons pas se limiter au nombre, mais seulement nous... Avec tant de partis politiques, nous essayons seulement... Tous ces partis politiques, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour le veulent à ceux que se retrouvent au sein de ce gouvernement. Monsieur les journalistes, nous sommes en train de faire... Chacun a son quota. Le plaidoyer pour le pays. Nous sommes en train d'en appeler au bon sens. Nous devons éviter ces égoïsmes-là. Parce que je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher, non. Nous ne devons pas... Il faut tenter aussi autre chose. Les vies ont échoué. Excusez-moi, mais les vies ont échoué. Quel est le bilan, par exemple? Je cite le bilan des ministres des infrastructures. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le bilan du Premier ministre sortant? Opération zéro trou. Mais circuler à Kinshasa. Il y a plusieurs trous. Papa, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Ce n'est pas normal. Vous allez vous dire, nous sommes dans quel pays? C'est compliqué. Nous devons dans notre pays avoir la politique du résultat. On t'avait mis dans tel ministère, qu'est-ce que tu as fait? Ministère de la communication. Qu'est-ce que tu as fait? Dites-nous. C'est quoi le bilan? La politique du résultat nous permet de savoir qui a fait quoi. Pourquoi il faut le reconduire? Non. Et non parce qu'il est de telle région, il est de tel parti politique, on lui a présenté. La compétence doit être démise. Et surtout, ceux qui ont géré, nous devons être rigoureux pour eux. Moi, mon pôle n'a pas encore géré. Mon pôle, pourquoi ne pas tenter de mettre... Vous avez cette soif-là de gérer, de participer pleinement à l'exercice du pouvoir. Nous avons des ambitions pour gérer ces pays. Nous avons des qualifications pour gérer ces pays. Et aussi, nous avons l'amour de ces pays. C'est ce qui est important. Voilà pourquoi je disais que nous devons tenir compte du résultat d'abord, surtout ceux qui ont géré. On ne doit pas être clément, non. Tu as fait 5 ans dans un ministère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait 5 ans.
Ministère... Il y a des ministres aussi éternels. Hein. Ah, il y a des ministres éternels comme le ministre du commerce extérieur. Ouais. Non, un ministre éternel à ce poste. Mais moi, depuis l'époque. Moi, je me pose un ministre éternel à ce poste. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre notre frère là, les Congolais, toujours au commerce extérieur, toujours dans ces ministères? Qu'est-ce qu'il est en train de cacher? Monsieur le chef de l'État, son Excellence. Mais cette fois-ci, il faudra le visage au commerce extérieur. Est-ce qu'il peut nous dire, depuis l'époque de Kabila, est-ce que le monsieur peut nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ça? Depuis, il est toujours là. là. Mais pourquoi il insiste toujours d'être là? Commerce extérieur. Non, le pays ne lui appartient pas. Le pays, voilà pourquoi il y a trop de frustration. Nous devons éviter cette politique-là de sédentarisation. Parce que si la personne se sédentarise, c'est-à-dire qu'il se pointe, il s'implante là, les choses ne vont plus marcher. Nous savons comment est-ce qu'il travaille. Dans le cabinet, vous irez, vous allez voir cousin, cousine, neveu, nièce, belle-sœur, beau-fils. Il n'y a pas d'innovation. Commerce extérieur. Qu'est-ce que nous exportons? Et qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons. Qu'est-ce qu'on importe? On importe tout. On importe tout dans ces pays. Même l'Allemagne, là. On est incapable d'exporter. D'ailleurs, c'est ce qui cause beaucoup de points par rapport à notre balance de paiement. Hein? On ne sait pas comment ramener les devises dans notre pays. C'est parce qu'on ne sait pas exporter. On devait produire et puis consommer une partie l'exporter. Et il y aura maintenant l'effet de retour avec les devises. Mais le MCP nous dit, voilà pourquoi nous disons ceci. Madame la Première ministre, tenez compte des compétences. Ceux qui n'ont rien fait, ils ne peuvent plus, soit ils doivent proposer d'autres personnes, comme disait Yann Divé, le vieux Kizenga. Ce qui a été fait même au niveau du Sénégal. Lorsque Soko s'est senti... voilà pourquoi nous sommes en train de se poumonner. Nous sommes en train de se poumonner, nous disons que le pays appartient à tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Non. Soit du pouvoir, vous voulez s'accaparer des non, avec les Djalelo, on ne veut pas ça dans ces pays. On ne veut pas ça. Il faut servir la nation. Nous sommes dans une période très cruciale pour le pays. Très cruciale. Il faut mettre, comme disait Fayol, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les ministres qui n'ont rien foutu, ils doivent être remplacés. J'espère que la première ministre, j'ai dit Toulouka, tiendra compte de tout ce que vous venez de dire, réduction de train de vie des institutions, mettre de côté les incompétents, les gens qui ont tant géré, c'est aussi le temps de laisser place aux autres pour gérer, participer pleinement au service du pouvoir ou servir la nation autrement. Comme je vous l'avais annoncé au début de cette émission, le génocide, le Rwanda qui célèbre ou commémore le 30e anniversaire de son génocide, on a vu toute une panoplie des dignitaires du monde s'amasser à Kigali à l'occasion de cette commémoration. En République démocratique du Congo, il y a même une polémique qui s'est installée sur les réseaux sociaux de la participation du chef de l'État à cette commémoration, à ces différentes cérémonies organisées à Kigali, chose réfutée par le VPM des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque en fait à la République démocratique du Congo de vendre aussi son génocide? Parce que si on parle du Rwanda, qui parle de son génocide, ils n'ont pas atteint la barre de 1 million de morts. Mais la République démocratique du Congo, plus de 7 millions de morts. Mais on ne parle pas de ces génocides, plus de 10 millions même de morts en République démocratique du Congo. Mais personne n'en parle. Pourquoi c'est de faire le monde autour de Kigali et non la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui manque à la République démocratique du Congo de vendre aussi son génocide? Aujourd'hui, on continue même à compter des morts. En fait, moi je ne vais pas parler du Rwanda et du génocide, je ne vais pas parler de ça. Mais ce que je peux dire, c'est-à-dire que c'est une question de stratégie. Vous savez, nous sommes dans le pays. Hein, le pays, il y a que des relations d'intérêt qui comptent. Vous savez, la RDC, c'est vrai, nous avons
Nous avons eu un tas de richissimes, donc nous sommes très riches, mais il faudrait savoir comment les exploiter. Déjà, pour dire que par rapport à notre diplomatie, je ne sais pas si vous avez suivi le président rwandais, il se plaint que le président Félix Tshisekedi a pu manipuler les partenaires de la communauté nationale. Voilà. Donc c'était déjà une réussite. Je crois que c'est une question, on en parle déjà, presque partout. Tous les Congolais sont debout pour dénoncer. Maintenant, il fallait symboliser. C'est-à-dire quoi? Chercher une date que nous devons commencer à commémorer. Chercher même un statut. Et cette journée-là doit être une journée morte. Créer, symboliser. Un mémorial. Un mémorial, c'est parti pour enseigner même les enfants qui viendront plus tard que voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons, on en parle partout dans des chaînes internationales, on en parle. Mais nous devons le symboliser. Nous devons le symboliser d'une manière légale d'abord. Pourquoi les génocides congolais est banalisé au Ce n'est pas banalisé, ce n'est pas banalisé, ce n'est pas banalisé. Il y a même le président africain. Ou bien nous-mêmes, on a des problèmes de vendre ces génocides on ne peut pas à l'extérieur. Le président Félix, il en a fait son cheval de bataille. Insuffisant. Non, ce n'est pas insuffisant, c'est vous qui le dites, papa. Est-ce qu'il faut me dire maintenant, nous avons combien de pays africains et combien de présidents se sont déplacés pour aller à la commémoration du Rwanda? Même pas un cinquième de présidents. Un poignet de présidents qui sont allés. Il y a eu plusieurs présidents. C'est un poignet. Le président sud-africain. C'est un poignet. S'il faut revenir en arrière, il y a les présidents français. Vous allez voir. Non, les Occidentaux, non, parce que moi je crois que les Occidentaux, ils ont déjà montré leur face. Ils soutiennent le Rwanda. Ils ont fait des accords avec le Rwanda, l'exploitation des minéraux, alors qu'ils savent que le Rwanda ne produit pas. C'est des bonnes guerres. Maintenant, c'est de l'autre côté. Comme dit mon ami Kwikila, Kambaboul. Qu'est-ce que nous faisons? Quelle sera maintenant notre approche? Parce que les Occidentaux... Est-ce que tous les Congolais prennent à bras le corps ces problèmes? Ou bien on laisse cette responsabilité au chef de l'État de vendre ces génocides? Non. En fait, je disais qu'on puisse les symboliser, c'est en plus les légaliser, une journée morte, une journée ville morte, avec un symbole. C'est aussi la tâche à ce gouvernement. Oui, le gouvernement doit s'impliquer, et même les chefs de l'État, tout le monde. Parce qu'en parler, on en parle déjà. En parler, s'il vous plaît, mon cher ami, ne vous trompez pas, on en parle. Il y a des manifestations aux États-Unis où les Congolais sont en train de crier. On ne peut pas nous sous-estimer. Nous sommes en train de travailler sur ça. C'est vrai qu'on n'a pas encore atteint l'objectif, c'est-à-dire de renverser vraiment cette tendance-là par rapport à ces messieurs-là et à ces Occidentaux. Mais je crois qu'ils sont de bonne guerre. On doit toujours essayer de réfléchir, essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce qu'eux, ils ont fait ça. C'est comme un match de football, papa. Il y a un autre entraîneur qui met le système de 4-4. L'autre entraîneur dit non, moi je jouerai 3-3-4. Nous, maintenant, nous devons réfléchir. Nous avons des têtes ici. Et puis cette histoire du Congo, je veux dire ceci. Est-ce que, j'en appelle au président de la République, pourquoi ne pas appeler tout le coût social pour traiter, pour donner des solutions à ces problèmes de l'Est? Là, vous parlez d'un dialogue. Oui. Est-ce que l'issue ou la solution à cette crise de l'Est passe impérativement par les dialogues? Non. Les dialogues à l'interne. Moi, je parle des dialogues à l'interne. Il y a eu plusieurs dialogues à l'interne pour essayer de régler les différends. Je sais, à l'époque de Kabila, il y avait un dialogue avec seulement les ressortissants de l'Est. Ce qui n'est pas normal. Le pays, tout Congolais
par rapport à toutes les provinces ou les messieurs provinces. Alors, s'il faut maintenant appeler, s'il faut proposer des solutions, il faut prendre les Congolais de partout et s'asseoir, discuter, poser le problème, diagnostiquer et chercher comment y remédier. L'armée, la police, la politique, la société civile, étudiants, c'est ici. Avec toutes ces recommandations. Comme ces différents dialogues, ces résument par des résolutions qui ne sont pas appliquées. Il y a des trahisons chaque jour. Nous voyons, ce sont toujours nos frères de l'Est. Excusez-moi de le dire. Pourquoi pas le président puisse prendre une décision courageuse de nommer quel autre, c'est-à-dire quoi? On prend un Moulouba, le nom chef de territoire. Nos frères sont trompés. Certains, pas tous. Dans les salles certains sont dans ces trucs-là, des rébellions. Oui. Il y a eu trop de révélations. Je sais que vous êtes journaliste, vous avez bien informé. Oui. Pourquoi pas le président puisse prendre une décision, par exemple, on prend et les gouverneurs, et les chefs de territoire, et les chefs du quartier, tout, on puisse nommer le non originaire. Oui. Ça. Et deuxième lieu, on verra faire. On en parle même par rapport même aux militaires qui sont à l'est. Oui, on commence d'abord par les autorités civiles. Oui. Et après, on abordera maintenant la police et l'armée. C'est aussi une forme de solution. Et puis aujourd'hui, on voit ces groupes, ces Congolais qui, à en croire certaines indiscrétions, même le cardinal Fridolin Ambongo, mécontent, frustré, qui rejoignent aujourd'hui la rébellion par des actes que posent les autorités qui sont susceptibles de le pousser à aller à la rébellion. Mon cher Ampé, je regrette beaucoup de cette sortie médiatique de notre cardinal Ambongo. En tout cas, c'est vraiment un scandale. Il n'y a aucune raison qui peut motiver un jeune Congolais pour aller adhérer à ces aventures-là. Non, il n'y a aucune raison. Ce sont nos frères qui sont massacrés. Ils ne sont pas frustrés. Non, même ici, je dis, il n'y a aucune raison. De la gestion, par exemple, parce que... Vous savez, ces jeunes-là, qui travaillent... Ces comportements devraient être justifiés par la gouvernance actuelle de Félix Tshisekedi. Ça ne peut pas être justifié, je dis. Et le contexte n'est pas le même. S'il faut même le comparer par rapport à l'autre fois, parce qu'on parle même de Jean-Pierre Bemba, il était rebelle. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a eu des élections, il y a un président qui a prêté serment, un mandat de 5 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait un Laurent Désiré Kabila. Vous voyez, il n'y avait pas un régime démocratique. Je dis à nos frères là qu'ils ne feront pas longue fée. Et ils sont maudits. Ils sont maudits par nos ancêtres. Ce n'est pas normal. On va vouloir sympathiser avec la population. Non, mais ça, ce sont des aventures. Ce sont des aventures, je sais que même Nanga lui-même sait. Même lui-même sait qu'il... On appelle même le chef de l'État à lui retirer la nationalité. Non, c'était marionnette, papa. Nanga, c'est marionnette. C'est quelqu'un qu'on utilise par le Rwanda pour se camoufler, pour dire, voilà, il y a maintenant les Congolais eux-mêmes qui sont en train de se battre contre qui? Contre qui? Et tous ces jeunes-là ont travaillé avec Kabila pendant 18 ans. Ce sont eux qui ont mis le pays dans le chaos, dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et je dis très bien que même ceux qui sont tentés d'aller rejoindre, que le pays ne vous pardonnera pas. Même à titre posthume, Nanga sera jugé et condamné. Je vous dis. Est-ce qu'il faudra aussi lui retirer sa nationalité comme l'estiment les uns et les autres? Non, non. En fait, Nanga doit être une personne non engagée. Une personne non engagée. Donc, je crois bien ça, c'est pour le compte des services de sécurité. Je crois bien qu'il y a des mesures qui seront prises contre ce monsieur-là. C'est un bandit. C'est un marionnette. Et c'est très grave.
Mais lorsqu'on parle, il y a des excuses par rapport à la gouvernance, tout consort. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la Direction générale de recettes de Kinshasa, de GRK? Il y a certains, j'ai reçu certains invités ici sur ces plateaux qui dénoncent une sorte de mégestion, et puis il y a un problème du social qui se pose là-bas, l'attribution cumule de fonctions dans le chef du DG. C'est ça la réalité, ou bien ces personnes-là se trompent, peut-être sont dans l'erreur? Non, en fait, moi je plains à ceux qui envoient des gens pour défendre les DG et à ceux qui envoient les gens pour attaquer les DG. Ils ne peuvent pas exposer la boîte avec des insuffisances. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas du tout la réalité des choses. Un DG de l'administration ne peut pas accumuler 2, 3, 4 personnes comme ils le disent, non. Comme je suis venu te dire que non, les DG touchent plus de 200 000 $ le mois. Non, ce sont des aberrations, ce sont des faussetés, c'est faux. Il y a aussi l'autre qui dit que le DG a produit certaines réformes. Voilà. Cet élément ici, vous savez, les agents de GRK ne sont pas mécanisés à ce jour. Et ils touchent, comme on dit, Maboko Bank. Non, ils touchent des primes, mais ils ne sont pas reconnus comme étant agents de la fonction publique provinciale. Et cette image-là, vous voyez, c'est le ministre Mokoso, je crois bien, et l'ancien DG qui est maintenant ministre de Finances. On parlait surtout de ça, de cette histoire de médication des agents de GRK. Les agents de GRK, je vous dis, on attend toujours, jusqu'à ce jour, même aux dernières minutes, un arrêté. Et cet arrêté-là va être transmis au ministère de la fonction publique nationale pour le 3 de numéro matricule, afin que ces agents soient sécurisés, ce qui n'est fait pas, ce qui n'a jamais été fait. Non, vous attendez de parler. Vous attendez de parler, il n'y a pas la mégestion, il n'y a pas de conditions difficiles de travailleurs au sein de la DGRK. Les conditions sont extrêmement difficiles. Je vous donne un anecdote. Le mois passé, il y a eu 5 agents qui ont péri. Nous avons écrit des lettres et des lettres. Moi-même, je vous parle, je suis syndicaliste. C'est cruel ce qui se passe dans la DGRK. Et qu'est-ce que le gouverneur attend? Le gouverneur attend qu'on puisse lui présenter, voilà, la liste globale des agents des GRK, et il prend un arrêté. Cet arrêté sera transmis. Ce n'est pas normal. J'étais à la DGRK depuis son commencement, papa. Depuis son commencement? Oui. Aujourd'hui, je suis un précurseur de la DGRK. Imaginez, on produisait les 1,5 milliard de francs congolais. Quand c'est produit à la DGI? Aujourd'hui, on est à plus de 17-18 milliards. Mais s'il faut voir comment est-ce que l'argent des GRK, alors que le gouverneur Ngobila, il a signé un arrêté 190. Cet arrêté, c'est pour la répartition de recettes au niveau de la ville. C'est-à-dire que la DGK, quand il produit des impôts, il a 28%. Et le reste des peut-être c'est pour la ville. Et le nivellement là, c'est automatique. Le nivellement, c'est automatique. C'est-à-dire que quand nous produisons, exemple, 10 milliards, nous prenons notre 28% de l'impôt. Quand nous produisons 5 milliards aux taxes, nous prenons le pourcentage par rapport à cet acte-là. C'est-à-dire, il y a ce qui a de 10%, il y a des 5%, il y a même de 12%. Mais malheureusement, les agents DGRK sont en train de périr, mon cher ami. Ce que nous ne voulons pas, ce sont les sorties médiatiques hasardeuses que les communicateurs, là, je ne sais pas si c'est les politiques qui sont en train de faire. Alors qu'il y a péril en demain au sein de la DGRK. Nous attendons toujours, vous savez, nous attendons toujours la mécanisation des agents. Nous avons adressé une lettre au gouverneur, nous les syndicalistes. La représentation des agents et cadres, avec Baron Makouchi comme cordon, nous avons adressé une lettre au DG, au gouverneur, et nous attendons. Maintenant, le PIN, maintenant, c'est quoi? C'est la grande échéance. Oui. La grande échéance, je vous ai parlé des 28% par rapport à l'arrêté 190. Si seulement cet arrêté a été appliqué depuis l'avènement de Ngobila
de gouverneur Ngobila à la tête de la ville, mais on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc on attend, nous avons mobilisé des recettes, on a parlé d'ailleurs que nous sommes déjà à 61 milliards, nous attendons notre part, notre quantité. Et le nivellement est automatique. Voilà pourquoi nous interpellons au DG, qu'ils puissent payer aux agents ce qui les revient de droit. C'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. En gros, qu'est-ce que la population doit retenir à tout ce qui a été dit ici? En fait, nous appelons la population congolaise à ne pas se décourager. Je sais qu'il y a la misère qui est en train de nous accabler, mais nous devons travailler et surtout aux autorités, les gouvernants, qui puissent aimer le pays, qui puissent agir dans le bon sens, qui puissent agir pour l'intérêt de la population. Parce que c'est sur base de ça qu'ils vont laisser des traces pour ne pas passer inaperçus. Vous savez, nous avons eu plusieurs dirigeants dans ce pays, mais ceux qui sont restés dans le mémoire des gens, ce sont eux qui ont agi pour l'intérêt et pour le bien du Congo. Que les bons dieux puissent bénir le gouvernement, la première ministre qui venait d'être nommée, pour qu'ils puissent faire de bons choix. Et nous espérons que cette guerre finira là où elle avait commencé, comme avait dit un jour Joseph Kabila. Non, Laurent Désiré Kabila. Et la guerre sera longue et populaire. Nous implorons au chef de l'État de faire le bon choix, de réfléchir, de prendre des approches pour contrecarrer les stratégies de l'ennemi, l'Occident et le Rwanda, et tous ses complices. Merci beaucoup, Mompolé Ezibé Humain. C'est moi qui vous remercie. Analyste politique, je vous dis merci d'en disposer. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à nous suivre de partout à travers les mondes. Merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Njambi, réalisée par Christian Banjolo, Brino Ndinga. Le web était assuré par Alain Kabongo, Marité Egodo. À la prise de vue, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.